La Perse des Achéménides occupe une place très importante dans les écrits grecs du 5e et du 4e siècle avant notre ère. En effet, cet empire qui gouverna l'Asie et le Proche-Orient de 550 à 330 avant Jésus-Christ fut tour à tour perçu par les auteurs grecs comme une source de fascination et comme une menace. Cette conception qu'avaient les Grecs de la Perse a par la suite influencé l'imaginaire occidental de l'Orient. De ce fait, dès le début de la Renaissance, les chercheurs établis en Occident tentent de reconstituer le paysage social et culturel perse à l'aide de sources grecques. Cela a eu pour effet de véhiculer une panoplie de stéréotypes entretenus depuis l'Antiquité. Il serait donc intéressant de replacer ces préjugés dans leur contexte et de comprendre d'où ils viennent. Aujourd'hui, on va donc se pencher sur la question suivante. Comment s'est construit l'imaginaire de la Perse que nourrissaient les Grecs? Pour répondre à cette question, une source en particulier se révèle particulièrement intéressante. Il s'agit des Persica, un ouvrage qui a été écrit par un médecin ayant vécu à la cour perse du nom de Ctésias de Cnide. On va donc se pencher sur plusieurs fragments de son œuvre qui ont été rassemblés par Dominique L'Enfant dans son livre Ctésias de Cnide, La Perse, l'Inde, autres fragments. On va aussi utiliser l'approche de l'orientalisme. Dans son ouvrage L'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, Edward Said définit l'orientalisme comme un ensemble de conventions et de doctrines qui cernent et limitent la compréhension qu'ont les Occidentaux de l'Orient. Il s'agit en effet d'un filtre sans lequel l'Occident ne peut pas appréhender le monde oriental et son étendue. C'est donc un moyen par lequel les Européens comprennent et maîtrisent un univers différent. Dans une optique similaire, Edward Said explique que les orientalistes, étant positionnés à l'extérieur de l'Orient, font parler celui-ci d'une manière artificielle. En cela, ils reconstituent son espace à partir d'expériences et de récits d'autres occidentaux. Ils mettent l'accent sur les différences plutôt que sur les ressemblances. De cette façon, ils obtiennent le reflet de leur propre identité occidentale. Benjamin Isaac, dans sa monographie The Invention of Racism in Classical Antiquity, a montré qu'au tournant du 4e siècle avant notre ère, les écrits des auteurs grecs prennent à l'endroit de la Perse un ton beaucoup plus polémique qu'avant. Ainsi, alors que Échille, Pindare et Hérodote ne considéraient pas que les Perses étaient moralement ou culturellement inférieurs aux Grecs, Platon, Xénophon et Isocrate nourrissaient clairement des préjugés ethniques. Or, la fin du 5e siècle et le début du 4e siècle coïncident avec l'avènement du règne d'Artaxerxès II. Plutarque, en se fondant entre autres sur le récit de Ctésias, écrit dans son œuvre Artaxerxès que le jour du couronnement du roi, on prévint celui-ci que son frère Cyrus avait l'intention de le tuer. Artaxerxès l'aurait fait arrêter, et alors qu'il s'apprêtait à le mettre à mort, leur mère Parysatis, se répandant en lamentations, aurait fait fléchir le roi et aurait permis à Cyrus de repartir vivant. Plutarque rapporte ensuite que l'entourage de Cyrus lui aurait apporté son appui. Celui-ci, après avoir rassemblé une armée composée de Grecs et de barbares, aurait décidé de faire la guerre à son frère. Xénophon, dans son Anabase, relate combien il fut facile pour le roi d'atteindre le cœur de la Babylonie, le roi s'étant réfugié à l'intérieur des terres. Le récit que fait Ctésias de l'affrontement entre Cyrus et Artaxerxès est également peu flatteur à l'égard de celui-ci. Le roi, après avoir été blessé à la poitrine, se serait réfugié dans une colline située aux environs. C'est donc l'image d'un roi faible et incapable de défendre son territoire que projette le récit de Ctésias et de Xénophon. Tout d'abord, Edward Said explique que l'espace situé à l'extérieur du monde familier se charge souvent d'une signification imaginaire. Ainsi, les Occidentaux ont tendance à associer l'Orient à l'excès. Dans les écrits grecs du 4e siècle avant notre ère, cela se traduit par un train de vie luxueux et débauché attribué aux Perses. Or, il semble que ce soit Ctésias qui, le premier, ait utilisé des stéréotypes associés à l'Orient pour décrire la Perse. Dominique L'Enfant a montré que Ctésias, dans ses chapitres sur l'Assyrie et sur l'Empire Mède, crée le stéréotype de l'oriental efféminé, qui mène une vie débauchée luxueuse, ainsi que le montre cette scène de la mort de Sardanapale. Mais Ctésias dit que Sardanapale entra en guerre et qu'ayant rassemblé une nombreuse armée et subi une défaite face à Archlabès, il se tua en se brûlant dans son palais
après avoir élevé un bûcher de 4 plâtres de haut, sur lequel il disposa 150 lits en or et autant de tables également en or. Il couvrit la chambre de grandes poutres épaisses, puis disposa en cercle un grand nombre d'épais morceaux de bois, de manière qu'il n'y eût pas d'issue. Il y déposa 10 millions de talents d'or, 100 millions de talents d'argent, des vêtements, des étoffes pourpres et des robes de toutes sortes. Ainsi, Sardanapale, jusque dans son suicide, aura fait preuve d'un goût excessif du luxe. Pour les Perses, ce stéréotype se manifeste dans les descriptions qu'on fait de leurs banquets, ainsi que le montre ce passage tiré des Dipnosophistes. Le roi des Perses, comme disent Ctésias et Dinon dans leur Persica, dîna en compagnie de 15 000 hommes et l'on dépensait pour le dîner la somme de 400 talents. Athénée de Nocratis s'est employé dans ses Dipnosophistes à montrer qu'il s'agissait en réalité d'une somme exorbitante. Citant l'ivresse de Ménandre, il explique qu'il suffisait d'un talent pour qu'un monarque puisse s'offrir des danseuses, du parfum, des harpistes, du vin mandéen et thasien, des anguilles, du fromage ainsi que du miel. Ainsi, cette description que fait Ctésias des banquets du roi a participé à diffuser en Grèce le stéréotype d'une Perse débauchée et luxueuse. Ensuite, Edward Said explique que l'Occident considère l'Orient avec du mépris, de la peur et de l'intérêt, en ce qu'il représente la nouveauté. Dans le récit de Ctésias, cela se manifeste par un renversement des valeurs grecques. Jannick Auberger a montré dans son article Ctésias et les femmes que Ctésias inverse les rapports de force entre hommes et femmes. Ici, c'est la reine qui dicte au roi la conduite à prendre. À l'image de Sémiramis, Parysatis conseille son mari en tout. C'est elle, notamment, qui va convaincre le roi Darius II de faire tuer Aristides. De la même façon, sous le règne d'Artaxerxès II, Parysatis veut user de 1000 stratagèmes pour venger son fils Cyrus, ainsi que le montre le passage suivant. Donc, surprenant un jour Artaxerxès qui, ayant du loisir, se préparait à musarder, elle lui proposa de jouer aux dés pour un enjeu de 1000 darics. Quand il eut joué, elle le laissa gagner et lui remit l'or qu'elle lui devait. Puis, feignant d'être contrariée et de vouloir sa revanche, elle lui proposa de recommencer une partie avec pour enjeu un eunuque, et il y consentit. Ils convinrent que chacun exclurait de l'enjeu ses 5 eunuques les plus dévoués, mais que parmi les autres, le perdant donnerait celui que le gagnant aurait choisi. Comme elle met beaucoup d'ardeur à la chose et qu'elle s'applique au jeu, elle gagne et amène Massabathès. Et avant que le roi ait pu soupçonner la chose, elle remit l'eunuque au bourreau et leur donna l'ordre de l'écorcher vif, d'empaler son corps en travers de 3 pieux et de clouer sa peau à part. En effet, la ruse et la machination sont désormais les seuls moyens que les femmes ont d'exercer leur influence à la cour, et c'est avec toute la cruauté du monde qu'elles vont user de ce pouvoir qui leur reste. Le stratagème que Parysatis emploie pour assassiner Statéra témoigne de la même réalité, ainsi que le montre Photius en citant Ctésias. Injure de Parysatis à l'adresse de Statéra et assassinat de celle-ci par le poison grâce au stratagème suivant. Statéra se tenait en effet sur ses gardes pour éviter de subir le sort qui fut le sien. La face d'un couteau est enduite de poison, l'autre en est exempte. Avec ce couteau, on découpe un petit oisillon qui était de la taille d'un œuf. Les Perses appellent cet oisillon Rindakès. On le coupe en deux. Parysatis se sert elle-même, mange la moitié dépourvue de poison et tend à Statéra la moitié empoisonnée. Statéra, voyant celle qui l'a servi manger la moitié qui lui revient, ne peut s'apercevoir de rien et mange de son côté le poison mortel. Ce passage montre donc que les femmes dans les Persicas usent des stratagèmes les plus cruels pour parvenir à leur fin. Ainsi, les Persicas sont responsables de la diffusion en Grèce du stéréotype des femmes perses sanguinaires. Enfin, Edward Said mentionne dans son ouvrage
que l'orientaliste cherche à faire valoir la primauté de ses observations scientifiques sur les découvertes des autres chercheurs. Ainsi Ctésias, à travers sa description de la Perse, veut séduire son lectorat. Pour se démarquer d'Hérodote et des autres auteurs qui l'ont précédé, il cible ce qui lui semble être le plus choquant, le plus dépaysant et le plus émouvant. De même, il n'hésite pas à vanter la qualité de ses sources et de son expérience, ainsi que le rapporte Photius dans sa bibliothèque. Dans les livres 7, 8, 10, 11, 12 et 13, où il relate les faits concernant Cyrus, Cambyse et le mage, Darius et Xerxès, il fait un récit qui s'oppose presque en tout point à celui d'Hérodote. Il va même, en de nombreux endroits, jusqu'à le traiter de menteur et à l'accuser d'être un faiseur de contes. Il est en effet postérieur à Hérodote. Il affirme d'autre part que c'est après avoir vu de ses propres yeux la plupart des faits qu'il rapporte, ou lorsqu'il ne lui était pas possible de les voir, les avoir appris personnellement de la propre bouche des Perses qu'il composa son histoire. Hérodote n'est pas le seul qu'il contredit dans son récit. Il est aussi sur plusieurs points en désaccord avec Xénophon, le fils de Grylos. Ce désir de Ctésias de supplanter ses prédécesseurs et de défendre la valeur de son œuvre comme seule description légitime de la Perse transparaît dans le choix des épisodes qu'il relate, ainsi que dans le style de son écriture. Dans la réinterprétation qu'il donne de la Perse, Ctésias insiste donc sur son caractère merveilleux et violent. Tandis que Hérodote reste plutôt concis dans la description qu'il fait des tortures perses, Ctésias fournit une quantité incroyable de détails sur chaque supplice. Enfin, Ctésias fait souvent appel au pathétique et à la théâtralité dans ses descriptions de la cour perse. Ainsi, Démétrios explique dans son traité du style que l'auteur décrit les événements progressivement en misant sur le suspense et l'expressivité. Encore un exemple. Il ne faut pas énoncer les événements de but en blanc, mais progressivement, en tenant le lecteur en suspens et en le forçant à partager l'angoisse. C'est ce que fait Ctésias dans l'annonce de la mort de Cyrus. Lorsqu'il arrive devant Parysatis, le messager ne dit pas de but en blanc que Cyrus est mort, car c'est ce qu'on appelle un discours à la Scythe. Mais il annonce d'abord que Cyrus est vainqueur et elle est réjouie et inquiète. Et elle demande encore « Mais Cyrus, où est-il maintenant ?» Le messager répond « Là où doivent camper les braves. » Avançant à grand-peine, progressivement et pas à pas, il finit, comme on dit, par laisser échapper la vérité, montrant de manière tout à fait suggestive et expressive que le messager annonce ce malheur malgré lui et plongeant dans l'angoisse la mère comme le lecteur. Tout cela contribue à faire du récit de Ctésias une œuvre sensationnaliste qui réduit la Perse et l'Orient à une série de clichés. Dans cette optique, cet auteur, en voulant séduire son lectorat grec, s'est employé à restructurer la Perse de manière à la rendre plus merveilleuse et plus étrange encore. De cette façon, il cherchait à ce que son œuvre supplante celle d'Hérodote et devienne le nouvel ouvrage de référence sur l'Orient. En conclusion, j'ai montré aujourd'hui, à travers le cas spécifique des Persica de Ctésias, que l'imaginaire de la Perse que nourrissaient les Grecs s'est construit selon le modèle d'une proto-orientalisation. Ainsi, ce proto-orientalisme s'articule dans un premier temps autour du stéréotype de la Perse molle et prompte à l'excès. Ensuite, Ctésias orientalise les Perses en renversant les valeurs traditionnelles grecques et en insistant sur l'aspect violent et sanguinaire des femmes. C'est sa façon à lui de transmettre aux Grecs l'image d'une Perse terrifiante. Enfin, ce proto-orientalisme se traduit dans les Persica par une insistance sur les différences plutôt que sur les ressemblances entre les deux cultures. De cette façon, Ctésias cherche à s'imposer comme la nouvelle référence en matière d'Orient.